Est-ce que l'air produit l'oxygène? Est-ce que l'air produit l'oxygène? Marie-Louise qui dit des végétaux. Voilà. L'oxygène vient des végétaux. L'oxygène vient des végétaux. C'est ça. Je vous le dis. Simplement, on l'a déjà dit ici plusieurs fois, mais chaque fois qu'on vient, on repose les questions. L'oxygène, la seule réponse, c'est que l'oxygène vient des végétaux. Pour nous, humains, l'oxygène vient des végétaux. Mais pour les animaux dans la brousse, l'oxygène ne vient pas que des végétaux. Je vais vous ouvrir l'esprit. Vous voyez que les animaux mangent, c'est-à-dire les carnivores, les animaux qui mangent la chair, ne mangent que des animaux vivants, pour la plupart. La charogne, on sait, mais ne mangent que des animaux vivants. Et ces animaux vivants ont de l'oxygène sur eux, leur sang contient de l'oxygène. Leurs cellules ne sont pas mises au feu. Vous voyez? Mais si on vient chez les humains, notre oxygène ne vient que des végétaux. Mais si on va chez les animaux dans la brousse, en dehors des végétaux, ils ont de l'oxygène venant des animaux crus. Des animaux crus, c'est-à-dire les animaux dans la brousse qui mangent d'autres animaux ne les mettent pas au feu. J'espère qu'on se comprend. Et quand tu manges cru, tu manges de l'oxygène. Malheureusement, ces animaux qu'on mange cru sont la plupart du temps des herbivores. Sont la plupart du temps des herbivores. Ça veut dire que l'oxygène que nous avons, dont on a besoin, vient de quoi? Globalement, des végétaux. Et la bonne réponse, c'est les végétaux. Même pour les carnivores, les animaux qu'ils mangent ne sont pas mis au feu. Ces animaux qu'ils mangent sont souvent des herbivores. Et ces herbivores mangent des végétaux. Donc, globalement, tout nous vient des végétaux. Est-ce que ce que je viens de dire est compris ou ça demande d'autres explications? Eh bien, la salle, si quelqu'un n'a pas bien compris, bon, la personne peut intervenir et demander de plus amples explications. L'oxygène dont on a besoin, que nous avons, vient des végétaux. La bonne réponse, c'est les végétaux. Maintenant, qui n'a pas compris ça? Il y a un message qui est là. Nefertiti qui dit « C'est voler de l'oxygène chez d'autres animaux qui ont pris leur temps de manger les végétaux. » Ben, c'est ce que je viens de dire. Même les carnivores, leur source d'oxygène vient des végétaux parce que les animaux qu'ils mangent sont la plupart du temps des herbivores. Voilà. Merci beaucoup, docteur. J'espère que la salle a bien compris, puisque personne ne... Oui, si quelqu'un n'a pas compris, parce que ça, il faut le savoir. Tout ce que nous avons comme oxygène qui nous entoure, qui nous est servi, ne vient que des végétaux. Tout. Quand je dis les végétaux, c'est tout ce qui est dans la mer comme plancton, nos arbres comme les forêts et autres. Voilà. Tout ne vient que de ça. Et pour une petite notion, c'est que lorsque nos cellules ont commencé par améliorer leur façon d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, qu'ils ont appris à se mettre ensemble pour faire les organes, les tissus et les mastodontes que nous sommes. C'est comme ça s'est passé. Dans l'évolution, c'est comme ça. Ce que je vous dis là, les gens le savent, mais ils ne le disent pas comme je vous le dis. Mais chaque fois, on vous rabat les oreilles qu'il y a baisse de la couche d'ozone.
Quand on vous dit chaque fois il y a baisse de la couche d'ozone, c'est le super oxygène en réserve qu'on appelle couche d'ozone. Mais cette réserve-là vient de l'oxygène des forêts, c'est-à-dire des végétaux de la forêt, et des planctons qui sont dans nos rivières, dans nos mers et autres, qui produisent aussi de l'oxygène. Et c'est ça qui est stocké dans la couche d'ozone. C'est pourquoi ils vous disent tout le temps, attention, il y a baisse de la couche d'ozone, parce qu'ils savent que sans oxygène, la vie n'est pas possible. Du moins, c'est la vie animale. La vie animale n'est pas possible sur Terre. Sans oxygène, la vie animale n'est pas possible. Maintenant, c'est ce qu'ils vous disent indirectement. Quand on vous dit il y a baisse de la couche d'ozone, il y a danger, quelqu'un qui comprend devait savoir que la couche d'ozone est constituée de réserves d'oxygène. Mais l'oxygène de la couche d'ozone vient des végétaux. Et les végétaux, c'est la forêt, les forêts équatoriales, les forêts en gros, et les planctons. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Tout est lié, le climat, et l'environnement, tout est lié. Donc, c'est les végétaux. Et c'est ce qu'on vous dit indirectement tout le temps. Il faut planter des arbres, il ne faut pas détruire la forêt, il ne faut pas envoyer des choses dans la mer, dans les rivières pour détruire les planctons. Parce que les planctons, c'est comme de la forêt dans l'eau. Voilà en gros. J'espère que jusque-là, c'est compris. Je crois que on a bien compris, puisque personne n'a réagi. Jusqu'à ce niveau, à des questions, il peut me poser, parce que si cela est compris, on va avancer pour la suite. Vous allez faire des déductions, c'est aussi facile. Eh bien, la salle, si quelqu'un a une zone d'ombre, donc il n'a qu'à réagir pour qu'on lui donne des éclaircissements. On est plus d'une soixantaine, nous tendons vers 70 dans la salle. Est-ce qu'on a bien compris les explications du docteur? Si c'est oui, on va évoluer. En gros, les végétaux sont nos pourvoyeurs d'oxygène. Donc, ces végétaux sont notre garantie de vie ici-bas. Voilà. Maintenant, dans les réponses que j'ai vues tantôt, j'ai vu respiration plus oxygène, ainsi de suite et autres. Voilà. Quelle est la portion d'oxygène apportée par la respiration? Quelle est la portion d'oxygène apportée par la respiration? La proportion d'oxygène apportée par la respiration. Et la portion d'oxygène apportée par la respiration, il y a déjà Setofia qui dit 5%. Il y a Romanos qui dit 5%. Il y a Diop qui dit 5%. C'est la bonne réponse, mais est-ce que l'un d'entre eux peut nous expliquer ça? Lève la main et puis nous explique les 5% là. Comment on l'a trouvé? Eh bien, Monsieur Setofia, Romanos et puis Diop, si quelqu'un parmi vous peut lever la main, on peut lui donner la parole et puis il va nous expliquer pourquoi les 5%, bien comment les 5%. Et puis, bon, s'il y a d'autres qui veulent intervenir aussi, bon, ils peuvent lever la main, on va leur donner la parole. Les 5% arrivent comment? Levez la main, on vous donne la parole. Ici, c'est l'échange. Donner et recevoir. Qui peut m'expliquer les 5%? Qui peut nous expliquer pourquoi les 5%? Voilà. Nous sommes dans une salle où nous allons apprendre l'un de l'autre. Donc, ceux qui ont dit 5%, est-ce qu'ils peuvent lever la main? On leur donne la parole et puis ils nous expliquent pourquoi.
Vous savez, la connaissance conduit à l'unité. Quand vous tous, vous comprenez la chose, vous comprenez quelque chose correctement de la même manière, vous êtes unis. Et l'ignorance conduit à la division. La vérité devait être unique pour tout le monde. Et lorsqu'on l'a, c'est une connaissance et ça nous unit. Malheureusement, les sachants, sachant cela, font que, en vous faisant accepter un mensonge que vous partagez, ça crée aussi autant d'harmonie qu'une vraie vérité. Et on vous manipule à partir de ça. C'est pour ça, petit à petit, je rappelle ces notions pour que vous puissiez. Il y a Bézan qui dit les 5% viennent de la nature. Oui, évidemment, ça ne peut que venir de la nature, c'est-à-dire de la couche d'ozone ou autre. Mais comment est-ce qu'on a trouvé les 5% là? C'est 5% que nous partageons ici. Chaque fois que quand je communique, on le partage. Quand d'autres prennent la parole, ils le partagent. Mais comment on a trouvé les 5% et qu'est-ce qu'ils représentent exactement? Eh bien, la salle, levez la main, on vous donne la parole et puis vous allez nous expliquer comment on arrive à gagner les 5%. Et il y a Dior qui envoie un message rapidement. On va lire. C'est la différence de la proportion d'oxygène dans l'air inspiré et l'air expiré. C'est exactement ça. C'est la différence entre l'air inspiré et l'air expiré. Instantanément, ce qui devait être régulièrement renouvelé, c'est les 5% là. Donc, entre l'air que nous inspirons, c'est-à-dire que nous amenons dedans, dans nos poumons, et l'air que nous expirons, c'est-à-dire ce qui ressort de nos poumons, la différence entre les deux, c'est que 5%, c'est la portion qu'il faille renouveler à chaque instant, ce qu'on appelle cette portion qu'il faille renouveler à chaque instant, ce qu'on appelle l'oxygène libre de l'air. Voilà, l'oxygène libre, c'est la portion qu'il faille renouveler à chaque instant. Maintenant, si on a besoin à chaque instant que de renouveler 5%, le reste est où? Ça nous est donné par quoi? Ça nous vient de quoi? Oui. Le reste, on le trouve où? Le reste, les 95% restants nous viennent de quoi? D'où? Eh bien, il y a Dior qui dit l'alimentation. Il y a Jacques Olani du Togo qui dit alimentation. Vous voyez que c'est très important. Vous voyez que la partie instantanée qu'il faut renouveler tout le temps régulièrement et à chaque instant le renouveler régulièrement, c'est les 5%. C'est la partie libre, renouvelable, exigée tout le temps 5%. Mais les 95% ne seront renouvelés qu'avec un autre rythme qui n'est pas aussi instantané, exigeant que les 5%. C'est ce qu'ils ont dit là, que ça nous vient de l'alimentation. Alors, pour nous les humains, qui normalement ne devraient pas être carnivores, je reprends, pour nous les humains, qui normalement ne devraient pas être carnivores, l'alimentation, là, les 95% qui nous viennent de l'alimentation devraient être quoi? Eh bien, la salle, ils sont vite, les 95 restants viennent tout. Il y a Dior qui dit fruits et légumes. Oui, y a-t-il d'autres réponses? Donc, comme on le dit, oui, c'est
les végétaux. Ouais. Quand on dit fruits et légumes, c'est que quelque part, on néglige les feuilles, mais les feuilles font partie des légumes, hein, les feuilles. Mhm. Voilà, donc c'est pareil, les végétaux, c'est pareil. Même ce qu'on respire vient des végétaux. Ça, je l'ai dit tantôt. Donc, maintenant, je repose la question. Quelle devait être notre alimentation? Quelle devait être notre alimentation? Allez-y. Quelle devrait être notre alimentation? On est plus de 70 dans la salle. Allons-y rapidement. Quelle devait être notre alimentation? Je crois que les gens sont sur leur clavier. Les réponses vont commencer à arriver très bientôt. Quelle devait être notre alimentation? Eh bien, il y a Chia Kolani qui dit végétaux, il y a Messan qui dit végétaux. Bon, Kolani, il dit végétaux crus. Oui, oui, vous voyez, un instant, j'ai vu quelqu'un qui a écrit les antioxydants. Oui. En fait, on n'a pas utilisé ce gros mot jusqu'ici, mais c'est un mot qui vaut rien, terre à terre. Qu'est-ce qu'il appelle antioxydant? Parce que le truc est dilué, je crois que c'est Iloberti ou quelqu'un qui a mis antioxydant. Antioxydant, qu'est-ce qu'elle l'appelle ou bien qu'est-ce qu'il appelle antioxydant? Eh bien, Iloberti du Congo, qu'est-ce que vous appelez par antioxydant? Envoyez votre réponse rapidement ou bien vous levez la main, vous donnez la parole. Iloberti du Congo. En attendant que Iloberti ne réponde à la question, il y a Bézan qui dit manger sain et alcalin. Oui, là encore, vous voyez, manger sain, ça veut dire quoi? Alcalin, ça veut dire quoi? C'est comme on me dit manger antioxydant. Ça revient au même. Pourtant, tout est dit. Hein? Il y a Loujap Christelle qui dit celle que l'OMS a résumé fruits et légumes pour être bourré. L'OMS vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Ils ne veulent rien dire. Je vous dis, pour moi, l'OMS est l'organisation de la mafia de la santé. Organisation de la mafia de la santé, vraiment. Eh bien, le docteur nous a posé certaines questions. Celui qui a dit antioxydant, Iloberti du Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire par antioxydant? Allons-y, rapidement. Eh bien, elle a envoyé sa réponse. On va voir. Oui, c'est pour dire, c'est manger les fruits et les légumes. Mais jusque-là, je suis sur ma faim. Dans les fruits et les légumes, là, on mange quoi? Qu'est-ce qu'on consomme? Il y a Tida Touré qui dit qui apporte de l'oxygène. Il y a Bézan qui revient en disant manger naturel. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un sort un mot comme alcalin ou alcalinisant, ou il sort un mot comme antioxydant, ou il sort un mot comme énergisant, c'est un mot que nous n'avons pas utilisé encore aujourd'hui. Mais tous ceux qui me suivaient depuis longtemps savent que ces mots veulent dire des aliments qui apportent quoi? De l'oxygène. Un antioxydant, c'est quelqu'un qui apporte, c'est quelque chose qui t'apporte de l'oxygène. Alors qu'un oxydant, c'est quelque chose qui vient te voler de l'oxygène. Un alcalinisant, c'est quelque chose qui t'apporte de l'oxygène, alors qu'un acide vient te voler l'oxygène. Un énergisant, c'est quelque chose aussi qui t'apporte de l'oxygène. Voilà en gros. Comme on va dire aussi un anionisant, c'est quelque chose qui vous apporte de l'oxygène. Est-ce que vous avez compris ça? Si quelqu'un n'a pas compris, parce qu'aujourd'hui on parle de l'oxygène, mais vous ne savez pas que ce que nous disons, qui doit nous apporter de l'oxygène, on parle que des antioxydants. Mais le mot antioxydant, c'est un gros mot qui cache cette simple phrase-là, ce qui apporte de l'oxygène. Le mot alcalinisant, c'est pareil.
Le mot énergisant, c'est pareil. Mais vous voyez, quand on va à l'université, on fait des facultés de chimie, ou bien on fait des choses où on enseigne la chimie, où on enseigne la chimie physique ou la chimie organique ou le reste, on sépare ces choses. Alors que pour nous, humains, ça devait avoir qu'une seule et unique explication. Tout ce qui t'apporte de l'oxygène ou bien tout ce qui préserve de l'oxygène sur toi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne parle que de tout ce qui doit apporter de l'oxygène aux humains. J'espère que je me suis fait comprendre. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il pose la question. Parce que vous voyez, Hilo Berti a sorti le mot antioxydant. Antioxydant, quelqu'un ne comprenait pas bien. Mais je le dis. Qui dit antioxydant dit quelque chose qui te donne de l'oxygène. Simplement. Comme quand on te dit alcalinisant, c'est pareil. Comme quand on te dit énergisant, c'est pareil. Comme quand on te dit anionisant, c'est pareil. J'ai fait un partage ici où j'ai démontré chimiquement comment lire la chose. Quel est le paradigme qui amène à ça? Mais je vous le dis, simplement partager et réunir. Ici est ce qui devait être votre langage tout le temps, c'est ça. Tout ce qui vous apporte de l'oxygène est antioxydant. Tout ce qui vous apporte de l'oxygène est alcalinisant. Tout ce qui vous apporte de l'oxygène est énergisant. Et tout ce qui vous apporte de l'oxygène est anionisant. Voilà les 4 termes, gros mots qu'on utilise souvent, en fait, qui ne signifient que oxygène apporté ou oxygène volé. Voilà. J'espère que jusque-là, je me suis fait comprendre. Mais on ne sait jamais, parce qu'ici, il n'y aura pas d'examen, il n'y aura pas de notes. Donc, il va falloir que les gens posent des questions pour mieux comprendre, pour qu'on avance. Eh bien, il y a un message de Godwin qui est là. Comment combattre les douleurs de la hanche et du cou? Non, lui, il est hors que c'est. La question est en dehors, quoique, s'il comprend ce que nous disons et qu'il a des notions sur la douleur que nous avons toujours partagée, la réponse lui est donnée tout de suite. OK. Voilà. Je suis sûr que la personne là ne nous a pas suivis souvent et que la personne qui l'a invité n'a pas pris le temps de le briefer. C'est ça. Voilà. Effectivement, Godwin est hors sujet. Donc, on continue avec... Pas vraiment. Il est dans le sujet, mais la question n'était pas adaptée. C'est tout. OK. Donc, on continue. Est-ce que quelqu'un a besoin d'explications? Parce qu'ils sont sur la douleur. La douleur, chez nous, ici, c'est un cri de manque d'oxygène. C'est comme ça qu'on a défini la douleur. Vous voyez que ça rejoint le même schéma. C'est ça. Donc, vous voyez que le problème que nous avons, ceux qui ont des difficultés pour respirer ont des difficultés pour renouveler l'oxygène libre. Ceux qui ont des difficultés pour respirer, qui ont des problèmes respiratoires, ont des difficultés pour renouveler l'oxygène libre. Mais vous voyez que la grande partie de l'oxygène sur nous n'est pas l'oxygène libre. C'est l'oxygène lié, l'oxygène alimentaire, et ça ne vient que des aliments qui devaient être des fruits et des légumes, en majorité. Malheureusement, je ne sais pas qui est qui ici, même respecte les dogmes de l'OMS. L'OMS anti-griffe. Les 5 fruits et 5 légumes par jour. 5 fruits et légumes. Ils n'ont pas dit 5 fruits et 5 légumes. Ils ont dit 5 fruits et légumes. Bon, 5 fruits et légumes, docteur, comment est-ce que ça dit que juste... Il n'y a personne. Je suis sûr que même ça, là, il n'y a personne ici qui... Oui. Sauf les végétariens. Et les végétaliens, surtout. Je sais qu'il y a des végétaliens. Oui. Donc, eux, ils ne baignent que dans ça.
Mais le reste, je doute. Vous voyez que le problème dans notre société n'est pas l'oxygène respiratoire. L'oxygène respiratoire, qui est l'oxygène libre, qui devait être l'oxygène instantané, qu'il faut renouveler régulièrement, c'est pas ça qui pose problème. Donc, l'oxygène lié, qui n'a pas besoin d'un renouvellement à chaque instant, est l'oxygène clé de notre problème. C'est l'oxygène alimentaire. C'est l'oxygène qui nous vient des légumes et des fruits. Et ça, vous devez le savoir assez facilement. Mais comment pouvons-nous expliquer que l'oxygène alimentaire détermine notre santé? Ah, entre-temps, une question, et pour que ce ne soit pas un mot en l'air, qu'est-ce que la santé? Être en bonne santé. Être en bonne santé veut dire quoi, précisément? Il faut que... Qu'est-ce que être en bonne santé? Qu'est-ce qu'être en bonne santé? Qu'est-ce qu'être en bonne santé? Nous sommes plus de 70 dans la salle. Qu'est-ce qu'être en bonne santé? Qu'est-ce que la santé? Eh bien, réagissez vite. Envoyez votre réponse rapidement. La santé, c'est quoi? Être en bonne santé, c'est quoi? Je crois que les gens sont déjà sur leur clavier. Bientôt, les réponses vont commencer à arriver. C'est quoi être en bonne santé? Oui, il y a déjà un message qui est là. C'est de Dior qui dit assurer l'apport en oxygène et sa distribution partout dans le corps. Je soumets cette définition à l'Assemblée. Une personne dit absence de malaisance. Alors là, encore un gros mot, bien que ça montre qu'il assiste à la chose. Maintenant, qu'il nous dise qu'est-ce qu'une malaisance. Vous voyez, tout ce qu'il a dit est vrai. Hein? Ce qu'il a dit est vrai, mais pas plus vrai que la réponse qui était venue avant. Mais qu'est-ce qu'une malaisance? Eh bien, c'est Adoko qui dit absence de malaisance. Qu'est-ce qu'une malaisance, monsieur Adoko? Si vous êtes en ligne, renvoyez-nous votre réponse. Il y a Romanus. C'est vrai ce qu'il a dit, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'une malaisance? Eh bien, Adoko est à l'écoute. Romanus qui nous dit c'est pouvoir accomplir tout selon sa volonté. C'est pas faux non plus, mais c'est abstrait. Et il y a Amana qui nous dit avoir l'oxygène nécessaire pour accomplir toutes nos activités. Là, je dirais bravo. Il y a Nyansa qui dit être en bonne santé, c'est avoir une bonne circulation sanguine. C'est pas faux non plus parce qu'une bonne circulation sanguine exige une bonne oxygénation. Eh bien, nous revenons à M. Adoko qui dit absence de malaisance. C'est quoi malaisance, M. Adoko? Oui. On apprend, hein, ça dit, quand les mots là sortent, je suis content que vous sortez des mots qui ne sont que de notre bibliothèque ici. C'est-à-dire, c'est dans notre dictionnaire ici qu'on a ces mots. Alors, on va rappeler le sens et la compréhension de malaisance. Voilà. Eh bien, si M. Adoko est là, il n'a qu'à nous expliquer c'est quoi la malaisance. Il y a Ilobertil de Brazzaville qui dit être en bonne santé est d'avoir une bonne circulation sanguine et une bonne oxygénation. Oui, les deux sont imbriqués, c'est ça. Il y a présent des coagulations. C'est quoi une malaisance? Oui, vous avez dit coagulation, je ne dis pas non. On a combien de malaisance? C'est quoi une malaisance? Il dit la malaisance c'est la coagulation. C'est pas faux, mais c'est 10 sur 20.
Eh bien, dites-nous, c'est quoi la malaisance? C'est dit par M. Adoko. Oui, Il y a, oui, quoi M. une malfaisance? J'ai Caillou. posé la question. Il a dit, quelqu'un a dit quoi? Coagulation. Quelqu'un dit acidose et coagulation. C'est Adoko qui le dit. Alors, vous voyez, les mêmes mots reviennent. C'est vrai, celui qui a dit acidose et coagulation a donné la meilleure réponse. Alors, qu'est-ce qu'une acidose? Eh bien, c'est de... Les gens répondent correctement. Il y a deux malaisances, c'est vrai, acidose et coagulation. Alors, qu'est-ce qu'une acidose? Eh bien, Batako Dansé, c'est lui qui a dit acidose et coagulation sanguine. Alors, c'est quoi l'acidose? Il y a Romanus qui nous revient en disant une malaisance, c'est une mauvaise oxygénation. C'est en partie, oui. Batako Dansé qui dit manque d'oxygène. L'acidose, manque d'oxygène. Voilà, vous voyez que tout ne tourne qu'autour de l'oxygène. Acidose, c'est une baisse aiguë ou chronique, une baisse traînante d'oxygène. Mais quelqu'un a mis acidose, c'est baisse d'oxygène de moins 80%. Non, il s'est trompé. Là, ce n'est pas l'acidose. C'est vrai qu'une baisse de 80% est en acidose, mais vous parlez plutôt de la douleur. C'est-à-dire que le rapport là, vous parlez plutôt de la douleur. La douleur. Hein? C'est-à-dire, on ramène ces petites notions pour que vous puissiez avoir une idée claire des mots et de la compréhension des choses. Parce que dès que vous avez ce paradigme bien maîtrisé, votre compréhension totale de la santé change. Dans la santé, vous n'avez que deux problèmes. Deux. Et c'est les malaisances. Les malaisances, donc l'acidose et la coagulation. Quoique les deux soient liés, parce que quand il y a acidose, le sang aussi devient visqueux. Les deux se croisent. Ça, vous le comprenez. Donc, vous voyez, tout ne tourne qu'autour de l'oxygène. Donc, notre vie devait veiller à nous apporter de l'oxygène. Je vous ai dit, la petite partie, les 5%, vous l'avez trouvé, c'est dans l'air. Et c'est ça qui est l'oxygène libre qui doit être renouvelé régulièrement et qui doit être fait tout le temps régulièrement. Par contre, les 95% n'ont pas besoin d'un renouvellement aussi régulier. Et c'est ça qui nous est apporté par l'alimentation. Vous comprenez? Nous sommes venus dans la nature pour vivre. Vivre, ça doit avoir une mission sûrement, c'est pour accomplir une mission. Voilà. Mais pour vivre et accomplir la mission, il faut garantir l'oxygène sur nous. Et quand l'oxygène est garanti sur nous, s'il vous plaît, il y a une interférence là, il y a un micro quelque part. Oui, oui. Oui, la cabine nous a déjà préparé ça. Pour garantir cet oxygène sur nous, il va falloir qu'on apporte cet oxygène sur nous, et ça ne vient que des végétaux, c'est-à-dire des fruits et des légumes. Donc, être en bonne santé, c'est garantir l'oxygène pour pouvoir accomplir toutes nos activités. Comme vous l'avez dit, bravo à vous. Maintenant, les 95% à garantir, je viens de le dire tantôt, mais je vous repose la question, viennent de quoi? Doivent venir de quoi? Les 95% doivent venir de quoi? Eh bien, les 95% de l'oxygène doivent venir de quoi? Les 95 doivent venir de l'alimentation, a dit Batako Badansé. Donc, vous comprenez maintenant que les 95% doivent venir de notre alimentation qui devait être que fruits et légumes. Alors, qui peut m'expliquer comment nous tombons malades? Je vous dis, ça doit venir de l'alimentation. Et l'alimentation ne doit être que fruits et légumes. Normalement, pour nous humains.
Je ne parle pas des animaux, mais pour les animaux, ça revient au même. Heureusement qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de mettre les choses au feu comme nous, là. Alors, d'où viennent nos problèmes de santé? Vous avez défini la santé, c'est bien, mais les problèmes de santé maintenant. Et il y a déjà les réponses qui arrivent. D'où viennent notre problème de santé? Il y a Ilo Berti qui dit 95% de l'alimentation. Bon, ce n'est pas cette question qu'elle répond. Il y a Gbezan qui dit mauvaise alimentation nous rend malades. Il y a Dior qui dit en ne mangeant pas suffisamment de végétaux. Il y a Romanos qui dit l'alimentation. Il y a Batato qui dit nous tombons malades. Les gens ont compris que c'est l'alimentation qui nous rend malades. Est-ce que quelqu'un ici doute que c'est l'alimentation qui nous rend malades? Est-ce que quelqu'un ici doute que c'est l'alimentation qui nous rend malades? Est-ce Parce que que quelqu'un... du développement, de la démonstration que je n'ai pas voulu aborder, mais là, c'est assez évident. Est-ce que quelqu'un doute ici que seule l'alimentation nous rend malades? Bien, la salle, est-ce que quelqu'un parmi nous ici doute que c'est l'alimentation qui nous rend malades? Il y a Ola qui nous envoie un message. Excusez-moi. Ola nous dit ceci, en ne mangeant pas suffisamment de végétaux et de fruits. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici doute que c'est l'alimentation qui nous rend malades? Est-ce que quelqu'un doute parmi nous ici? Il y a Gbezan qui nous dit qu'il faut aussi du sport. Non. Nous sommes faits pour faire naturellement le sport, comme les animaux dans la brousse. Est-ce que les animaux vont faire un sport sur un stade? Non. Vous voyez, hein? C'est-à-dire, je veux que vous soyez de vrais scientifiques. Hein? Je veux que vous soyez de vrais scientifiques. Le vrai scientifique, c'est quelqu'un qui observe, qui analyse et puis qui trouve une cohérence dans les choses. L'animal dans la brousse, est-ce qu'il a besoin de faire du sport comme on le fait nous? Non. Sa vie est du sport. Parce qu'il doit se déplacer, doit marcher, doit grimper les arbres, doit courir pour attraper. C'est-à-dire, sa vie est du sport, naturellement. Il n'a pas besoin de faire du sport sur un stade. Alors, vous voyez? Donc, comme on le dit, c'est notre alimentation qui nous rend malades. Il n'y a rien d'autre. Si quelqu'un n'a pas compris ça, qu'il pose le problème et puis qu'on discute. Il n'y a rien d'autre. C'est pas quand on vous dit il faut aller faire le sport, il faut faire ceci, faire cela, faire le sport. En dehors de la marche et tout le reste, faire le sport, c'est pour quelque chose de précis que ceux qui disent ça ne savent pas. Faire le sport, c'est forcer la circulation. Mais qui d'entre vous ici n'a jamais vu sur un stade un grand sportif faisant le sport, faisant tout tomber? Pourtant, il fait le sport. Hein? Pourtant, il fait le sport. Donc, le sport est nécessaire. Le sport finance notre santé, mais ce n'est pas le problème. Le problème de notre santé, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation et encore l'alimentation qui devait être végétaux, c'est-à-dire fruits et légumes, à 99%, voire 100%. Eh bien, il y a Romanus qui lève la main, on va lui donner la parole. Oui, donnez-lui la parole. Eh bien, Monsieur Romanus, vous avez la parole. Allumez votre micro, activez votre caméra, allumez le micro et vous parlez. Allô, Romanus. Oui, Fabrice. Bonjour, docteur. Bonjour, Fabrice. Bonjour, Monsieur Romanus. D'accord. Votre caméra était bien allumée tout à l'heure, mais là, OK. il ne voit plus. OK. Maintenant, c'est bon. c'est bon. OK, merci. Oui, docteur, est-ce que la technique peut nous agrandir un peu la caméra de Romanus? Voilà, merci.
Ok. Un très bel homme. Vraiment. Hein? Merci, Un docteur. très bel homme qui ne peut que rendre grâce à Dieu parce que Dieu l'a bien tricoté, grâce à ses parents, bien sûr. Merci, 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 docteur. Je vous remercie beaucoup pour ce développement et toutes ces explications. Je suis convaincu que c'est l'alimentation qui nous rend malades, mais quand je tombe malade du palu, franchement, je me pose des questions si c'est toujours lié à l'alimentation. C'est l'explication. Je vais te poser une question tout à l'heure. Je vais te poser une question. Les gens qui sont au village, là, où les moustiques pilulent tout le temps, est-ce qu'ils font le palu comme les gens qui sont en ville? Je vous pose la question. Les gens qui sont dans les villages, où même les moustiques sont là en plein temps. Non. Quelle est la différence entre eux et nous? Normalement, eux, si c'est que les moustiques, c'est eux qui devaient plutôt en souffrir. Plus souvent malade. Ça, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, observons et analysons. Hein. Oui, on va vous parler des parasites, des trucs, des microbes, des trucs et autres. Les gens qui sont au village, ils boivent au mieux de l'eau de puits. Oui. Au pire, c'est l'eau de rivière où les gens ont fait caca dedans depuis quelque part, qui est filtrée par la nature, et ils boivent même avec les chenilles ou les œufs de tétard et autres dedans. Pourtant, ils sont plus solides. Est-ce qu'on peut parler des parasites, des virus, des bactéries, en gros, des microbes qui expliquent ci, qui expliquent ça? Vous comprenez? Non. La différence entre eux et nous, c'est parce qu'ils mangent plus nature. Hein? Vous voyez? C'est-à-dire, nous devons reformater nos acquis, nos croyances, c'est-à-dire la théorie hygiénique qui n'est que l'eau bénite de la médecine. L'hygiène est nécessaire, ok, on comprend. Mais de là, nous dire que les microbes sont nos problèmes, je vous pose le problème. Les microbes foisonnent plus au village, plus dans les forêts qu'en ville. Alors, comment se fait-il que nous qui buvons de l'eau stérile, qui mangeons tout stérilisé, nous ayons plus de problèmes de santé que des gens qui sont dans le truc. Donc, vous voyez le problème? C'est pour ça que je communique ici, je parle peu des infections, parce que le problème n'est pas l'infection. Le problème n'est pas le germe. Le problème, c'est l'environnement que vous créez pour que le développement du germe rompt l'équilibre qui existe entre vous et la nature. On se comprend? Je comprends. Oui, c'est clair. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci. C'est-à-dire qu'il faut reformater, il faut formater. C'est-à-dire, vous voyez, nos parents nous ont mis à l'école parce qu'ils ont supposé que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Parce que c'est ça qui ouvre les portes. Ils ont fait leur devoir. Mais au fur et à mesure que nous comprenons les choses, nous devons mettre à jour notre vieux disque-là. Mm-hmm. On doit formater. Mais on va formater. La mise à jour ne dépend que de nous. Ce n'est pas de nos parents. Maintenant, c'est là qu'il y a la perversion. Parce que quelqu'un qui contrôle ta pensée, contrôle ta croyance, peut te faire croire du n'importe quoi. On est toujours dedans, hein, et il s'active à toujours le faire perdurer. Covid, ça vous dit quelque chose? Mm-hmm. Vaccin Covid, ça vous dit quelque chose? Oui. Où tout est devenu maintenant question de force. Est-ce qu'on peut m'obliger à quelque chose qui est bon pour moi? On peut m'obliger à ça? Non. Si tu m'obliges à quelque chose qui est bon pour moi, ça veut dire que tu vas me donner ce qui est bon aussi à manger. Parce que vous comprenez ici que c'est ce que nous mangeons qui détermine notre état de santé. Vous voyez?
C'est ça, il va falloir formater nos disques, la notion d'hygiène, la notion de propriété, ainsi de suite, ainsi de suite. Quoique, ces notions sont très urgentes lorsque on doit briser la barrière naturelle. Quand tu vas en chirurgie, quand quelqu'un fait un accident ou ce qui est dehors rentre sur lui, cette façon de penser change. Mais c'est pour une infime partie. C'est pour ça, ces règles-là s'appliqueraient rigoureusement dans un bloc opératoire, par exemple. Rigoureusement. Mais ce n'est qu'une infime partie, qui ne fait même pas 1% de la population. Mais pour nous, qui sommes ici assis et qui nous plaignons de la dégradation de notre état de santé, du fait qu'il y a des maladies qui sont déclarées à vie, sinon à mort, la cause vient de quoi? C'est de notre alimentation. La cause ne vient que de notre alimentation. C'est ce que je veux que vous compreniez fondamentalement ici. Mais je suis content de vous partager quelque chose avant de continuer. Vous savez, c'est mon avis, hein, je vous partage ça parce que quand je faisais mes recherches pour comprendre la vie, comprendre les ratés de la médecine qui m'a formé, où le meilleur médecin n'a que 50-55% de réussite naturellement, quel que soit l'équipement et les jouets dont il dispose. Ma question est celle-ci. Si quelque chose est aussi bon comme le vent, comment se fait-il que presque la moitié de ceux qui viennent nous solliciter, dans le meilleur des cas, comment se fait-il que, pourquoi la majorité, c'est-à-dire la moitié de ceux qui viennent nous solliciter, lorsqu'on est supposé être au top, on n'arrive pas à leur trouver la solution. Ça m'a fait tilt. J'ai eu une chance que d'autres n'ont pas eu. C'est parce que, d'ailleurs, au Togo, quand j'étais en train de faire la médecine, je suis le premier étudiant à faire et la médecine et les sciences sociales en même temps. J'ai fait la médecine et les sciences humaines, je veux dire, en même temps. J'ai fait un DEF de philosophie, et puis après, je suis passé en sociologie, où quand j'étais en 5e année de médecine, j'avais une maîtrise de sociologie. Déjà. Je n'en parle pas beaucoup parce que là, ma façon de voir les choses était totalement différente. Je suis le tout premier à le faire au Togo. Les gens parlent, racontent des histoires, des blablabla, parce qu'il était entre-temps, dans ma façon de voir les choses, je doutais du fait que je sois au moins aussi doué que les autres. Je ne savais pas que j'étais beaucoup plus différent. Donc, pour m'assurer, je suis parti m'inscrire dans quelque chose où je supposais qu'on réfléchissait mieux. C'est comme ça. Quand moi j'étais en 5e année de médecine, j'avais déjà une maîtrise de sociologie rurale et économie. Je dis bien sociologie rurale et économie. Pour mieux comprendre les choses et les saisir autrement. Et ça, je me posais des questions. Mais je dois faire l'âne pour avoir, comment ça se dit? Pour avoir le foin, c'est ça? Je dois faire l'âne pour avoir le foin. Je devais me conformer sans que je ne sois inconformé pour avoir mon diplôme. Ah oui, ça, il le faut. Je me suis conformé sans être inconformé pour avoir le diplôme. Mais mon libre arbitre, ma liberté de penser qui fait moi, n'a jamais disparu. Et je peux vous dire que quand j'étais en 5e année de médecine, j'ai été convoqué à la faculté au secrétariat de la faculté de médecine pour qu'on me dise que d'oublier mes livres et autres que j'utilise tout le temps pour me consacrer au cours parce qu'il y a des professeurs qui mettaient sur mes feuilles à l'examen où sont mes mots.
comme si j'étais dans une faculté de récitation ou d'histoire, géographie, mais c'est en médecine. Ce que je vous dis, tous ceux qui font la médecine comprennent. On fait la médecine, comprennent aussi. Vous voyez? Donc, quand on entre en médecine, on croit que médecine est santé. On pense que médecine est santé. Mais les médecins sont autant malades que leurs patients. Leurs patients. Ils ont les mêmes mots que leurs patients. Et je le dis tout le temps, c'est affligeant, mais c'est comme ça. Ce qui pose le problème de santé. Et c'est ce que je vous dis tout le temps ici, que les animaux dans la brousse n'ont pas besoin de médecins. Ils mangent ici. Ils mangent ici. Ils font tout. Ils crient. C'est tout, tout. Leur vie, c'est ça. Et ils sont en bonne santé. Comment se fait-il que nous, qui sommes plus intelligents, nous n'avons pas de chance d'être en bonne santé? Parce qu'aujourd'hui, la science est tellement développée, la science médicale est tellement développée que nous devons être fiers d'être humains parce qu'on devait être en très bonne santé. Malheureusement, c'est le contraire. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut reposer les problèmes, repenser les paradigmes. Et ici, je prends ça terre à terre. Et prenant ça terre à terre, la compréhension des mots et des maladies qu'on nous enseigne est chamboulée, ça change. D'ailleurs, quand vous lisez bien ceux qui ont mon livre, l'introduction que le professeur Coblevier a mis dedans, il a utilisé 2 mots. Sans même savoir que un jour je parlerai de ça, rien que ma première découverte, c'est-à-dire le pharmaco, il a mis ce truc-là amène un chamboulement, sinon un chambardement. Ceux qui ont lu la préface, et c'est pour ça que le professeur Coblevier, lui encore, Asiadomé Coblevier, il m'a forcé la main à changer le titre du livre. Regardez, quand vous prenez le livre, vous voyez, le titre, c'est la pharmacologie. J'espère que vous le voyez bien. Oui, ça se voit bien. En bas de pharmacologie, c'est écrit « outils de diagnostic ». Juste en bas. Oui, ça se voit. Je vais prendre la caméra pour mieux vous le montrer. Je vais changer de caméra pour mieux vous le montrer. Regardez. Ça ne se fait pas voir bien là. Et l'autre était mieux, hein, je crois. L'autre était mieux? Oui. C'est dommage. Donc, je vais... Voilà, vous voyez la pharmacologie en bas, il y a outils de diagnostic. Vous voyez en bas? Sous la pharmacologie. Oui, il y a outils de diagnostic. C'est écrit outils de diagnostic là en bas. Oui. C'est bien vu. Vous voyez? Oui. Ça, ce n'était pas le titre de mon livre. Ce livre-là n'était pas écrit comme ça. C'est qu'il a préfacé le livre et qu'il a pris connaissance de ce que ça contient. Il m'a demandé de changer le titre, de mettre la pharmacologie, outil de diagnostic. Et puisque je ne voulais pas changer véritablement ça, j'ai fait une deuxième couverture. C'est ça la couverture rabat qui se trouvait dessus. Mais le vrai titre, je vais vous le montrer. Regardez. La santé, un diagnostic précis et suivi facile sans appareil. Vous avez compris. Voilà, c'est le titre, le vrai titre du livre. Mais il m'a dit, tu ne peux pas réduire ton travail là, ta découverte là, rien qu'à la santé. Que tu ne peux pas le réduire parce que ça va au-delà.
Et c'est là qu'il m'a demandé de changer le titre. Je n'ai pas voulu changer, alors j'ai fait une deuxième couverture à Rabat que j'ai mis dessus. Vous avez le livre, mais vous n'avez pas cette curiosité. Sinon, enlevez, vous allez voir. Pourquoi? Parce que les paradigmes doivent changer. Et pour changer les choses, il y a une chose qui est claire, c'est que le soleil se lève et se couche. Ça ne change pas. Quoique ce n'est pas le soleil qui se lève, c'est l'illusion qu'on a. La vie et la mort n'ont jamais changé. Donc, pardon, ce qui peut tuer aussi n'a jamais changé. C'est comme ça que je me suis mis à repenser la chose. J'ai utilisé le doute cartésien. Alors, d'accord. Est-ce que vous pouvez rechercher la caméra? Parce qu'il y a interférence à votre niveau. La caméra que vous utilisiez avant, là. Oui, l'ancienne caméra, c'est celle que j'utilise maintenant. Vous avez changé quelque chose tout de suite pour nous montrer le titre du livre. Est-ce que vous pouvez aller sur l'autre? Ok. Parce que bon. Comment appelle-t-on le micro et la caméra ne sont pas les mêmes. Je peux les modifier. Ok, d'accord. Maintenant, ça va, ça marche. Ok. Donc, vous voyez, le professeur Koblevi, je vous ai dit à peu près ce qu'il a fait, pourquoi il m'a fait changer le truc. Mais c'est quand moi, je suis reparti dans les bases de la médecine, comment enseigner, avec les problèmes que ça pose, j'ai utilisé la méthode du doute de Descartes. La méthode du doute de Descartes, c'est-à-dire le « je pense donc je suis », c'est-à-dire le cogito bien le cogito ergo sum, je pense donc je suis, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, donc il faut changer ma façon de voir. Et c'est comme ça que je suis amené, Dieu aidant, après le test Fanoucault, à me poser des problèmes, des questions sur même ce qu'on m'a appris pour faire de moi un doct. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivé à ce que je vous partage maintenant. La vie, l'essence de la vie, l'essentiel et tous les mots afférents. Voilà comment je suis arrivé à ça. Ce qu'on partage, c'est pour que vous ayez les mêmes bases. Et quand vous avez les mêmes bases, la compréhension change, le paradigme change et tout change. Les blablabla racontés, on ne peut plus vous tromper. Vous ne pouvez plus être des moutons pour que vous soyez considérés comme des panurgistes ou bien des moutons de panurge. Voilà. Je le dis, je le répète, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais la connaissance conduit à l'unité. La connaissance conduit à l'unité, alors que l'ignorance conduit à la division. Quand vous comprenez la même chose, vous avez les mêmes explications, vous êtes convaincu que ce soit la vérité, parce que la vérité conduit toujours à l'unité. Et c'est pour ça, celui qui veut être en bonne santé doit toujours partager la vérité et combattre le mensonge. Celui qui veut la santé doit combattre le mensonge. Vous avez compris? Parce que les gens aiment tellement facilement le mensonge qu'avec le Covid, on a pu les piéger et les repiéger encore avec le vaccin. Parce que, étant donné qu'ils n'ont pas grande compréhension, ils se disent, on dit le vaccin doit empêcher d'avoir la maladie, d'être contaminé. Et puis après, à partir du Covid, on nous a démontré que le vaccin, c'est pour éviter les cas compliqués, ce qui n'a jamais existé. C'est une nouvelle invention dans le Covid. Ce qui n'a jamais existé, ce qui n'a pas de sens, c'est un non-sens. Et tout est comme ça depuis toujours dans la médecine. Tout est comme ça. Je le dis, je suis médecin,
Je pèse mes mots. Et c'est pourquoi quand je parle de certaines choses, je le dis avec tellement d'assurance que ça peut donner l'impression d'une arrogance ou d'un défi, mais je le dis parce que ce qu'un médecin peut me vendre, quelle que soit la spécialité, ça ne peut que venir de ce que vous avez comme base ici. Si ça sort de ça, c'est un mensonge. Et c'est pour ça, je le dis, je le répète, je l'ai toujours dit. Ma deuxième découverte, c'est que la douleur n'a rien à voir avec un nerf. Quoique faire taire le nerf permet de faire la chirurgie tranquillement. Deux, on vient de partager ça il n'y a pas longtemps. Je l'ai dit de différentes manières et sur plusieurs années. Je l'ai dit sur plusieurs mois de différentes manières et je l'ai clôturé tout dernièrement en vous disant que l'hypertension n'a jamais été une maladie. Les gens seront surpris. Je sais que jusqu'ici, les gens sont là, les gens sont sceptiques, mais je le redis, je le redis. L'hypertension n'a jamais, jamais, jamais été une maladie. C'est dans la même démarche. Et vous voyez que je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour me jeter là-dessus. Non, j'ai les preuves, c'est pourquoi je dis, quiconque, qu'il soit professeur de cardiologie, chercheur en cardiologie, prix Nobel de quoi, je ne sais pas, parce que quand vous allez sur Internet, vous en voyez beaucoup qui parlent de l'hypertension, des professeurs ci, professeurs ça. Ce ne sont que des moniteurs agrégés et titulaires qui racontent leur vie. S'ils sont des chercheurs, ils devaient avoir les mêmes problèmes que j'ai eus pour repartir sur d'autres paradigmes. Le vrai chercheur, c'est celui qui se pose les bonnes questions. Mais tout cela, l'hypertension, que ce soit une maladie ou non, mais je vous ai dit, ce n'est pas un problème, ça peut pas être une maladie, que ce soit la douleur et autres, tout cela vient des fondements que nous avons partagés ici, c'est-à-dire la circulation, l'oxygénation. Mais ces deux-là n'ont de problème que parce que nous mangeons mal. Et c'est ce que je démontrais aujourd'hui, c'est les végétaux, les fruits et les légumes. C'est parce que nous mangeons mal. Et je dis, est-ce que quelqu'un d'autre doute ici que nos maladies viennent d'autres causes que de notre malbouffe, c'est-à-dire de notre mauvaise alimentation? J'ai posé la question jusqu'ici. Personne n'a osé répondre, mais je le dis, leur question va apporter des réponses qui vont éclaircir tout ce que nous partageons. Et ici, notre but, c'est que tout le monde, au moins l'échantillon divin qui est connecté ici, soit porteur du message pour que ça se répande en taches d'huile. Donc, si quelqu'un n'a pas compris que notre alimentation est la cause de nos problèmes, qu'il pose la question, je lui réponds. Et vous allez voir le développement que je vais faire par la suite. On y va. J'ai posé la question, personne n'a osé, mais je redis la même chose. Qui doute qui doute que c'est notre alimentation qui nous rend malades, qui doute. Eh bien, vous avez vos claviers, allez-y rapidement, ou bien vous levez la main, on vous donne la parole. Qui doute parmi nous ici que c'est notre alimentation qui nous rend malades? Allez-y rapidement, nous sommes plus d'une 80aine dans la salle. Eh bien, qui parmi nous ici doute encore que c'est notre alimentation qui nous rend malades? Envoyez vos réponses rapidement, on va évoluer. Très rapidement, envoyez vos réponses. On est nombreux dans la salle, ici, c'est donner et recevoir. Qui doute ici parmi nous? Il y a Amana qui dit c'est clair.
Attendez, je vais voir. C'est ça. Il y a Amana qui dit c'est clair comme l'eau de source. Il y a Godwin qui dit est-ce le spirituel peut-être aussi rendre malade? Quand les gens veulent parler du spirituel, de l'élévation, il faut savoir que le spirituel n'est plus greffé sur le matériel. Alors, docteur, Le visible, oui. il y a une interférence. Ça fait, quand vous changez de micro, bien, de caméra plutôt, c'est ça qui... Oui. Il semble que vous avez changé votre micro. Hein? Il y a toujours l'interférence. Oui. Il semble que vous avez changé votre micro. Ce que vous utilisiez avant, je crois que c'est mieux. Et puis le son est presque coupé, on ne vous reçoit plus. Maintenant, vous m'entendez? Ok, maintenant ça va. Eh bien, on vous reçoit 5 sur 5. Ok. Donc, qui n'a pas compris que c'est l'alimentation qui nous crée des problèmes? La personne parle de spirituel, mais je lui dis tout de suite, je ne vais pas à ce niveau de discussion pour le moment. On est sur le matériel, le physique, le corporel, la matière. Et le spirituel est greffé sur la matière. Il n'y a pas de spirituel sans matière. Je suis quanticien, vous le savez. Donc, je veux que vous ayez les b.a.-ba. On doit mériter d'être des animaux intelligents pour qu'on aille maintenant dans le spirituel. Ça, c'est un autre niveau de compréhension. Vous allez voir qu'on confond beaucoup de choses spirituelles alors que des fois, ce qu'on prend pour spirituel n'est que du quantique, n'est que du vibratoire. Hein, c'est un niveau du vibratoire. Mais bon, laissons ça de côté. Oui, il y a... Je ne comprends pas que... Parce que, vous voyez, si ce qu'il veut dire par spirituel, le spirituel est un gros mot. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut te rendre malade en te jetant un sort? S'il pose la question comme ça, je lui réponds. Mais quand il utilise le mot spirituel, il ne sait même pas ce que c'est. Vous voyez le problème que ça pose? Oui. Alors, s'il me demandait comment pouvons-nous expliquer que quelqu'un puisse être envoûté et tomber malade? Là, ma réponse serait totalement différente. Mais quand il sort un gros mot spirituel, j'espère qu'il comprend ce qu'il veut dire par spirituel. Est-ce que l'envoûtement est spirituel? Vous voyez le problème? Ici, je communique toujours avec vous avec des mots terre à terre. Pas parce que je ne connais pas les gros mots. Je suis médecin. Et sans doute, avec les études que j'ai faites, il y a de gros mots. Mais les gros mots-là, vous créez un enclos, c'est-à-dire un couvent qui vous éloigne de la réalité. Et c'est ça ce que je ne veux pas faire. C'est pourquoi je me départis de ça. Pour que ça soit terre à terre. Merci beaucoup, docteur. Il y a Edem Clouvi qui dit ceci. Il y a certaines maladies qui sont héréditaires aussi, non? Les maladies héréditaires existent, en effet. La drépanocytose est une maladie héréditaire. Mais c'est pourquoi on les appelle les maladies orphelines, parce que c'est une infime partie qu'il a. Ça existe, ce n'est pas notre problème. Mais aujourd'hui, vous savez qu'ici, la drépanocytose, qui est une maladie héréditaire, n'est que liée à la coagulation. C'est un problème de coagulation et de transport d'oxygène. Est-ce que ça pose encore un problème si on le comprend comme ça? Qu'il soit héréditaire ou pas, est-ce que ça limite la vie de quelqu'un qui en souffre? Non, quand vous comprenez ce qu'on partage ici, même la drépanocytose va se gérer facilement. Effectivement. Oui, parce que je suis sûr que maintenant, ceux qui me suivent depuis un certain nombre de temps ici, ils comprennent que la drépanocytose n'est plus un problème parce que c'est d'empêcher que le sang se coagule et que le sang circule, c'est tout. Et beaucoup sont connectés ici qui ont déjà vécu ces problèmes-là, qui aujourd'hui, alhamdoulilah. Vous voyez? C'est que les deux malaisants, c'est que ça. Si quelque chose doit vous rendre malade, c'est que si
je dois tuer quelqu'un, il faut que j'arrête son sang de circuler. Si je dois tuer quelqu'un, il faut que je le prive d'oxygène. Est-ce que ça, c'est difficile? Non. Quiconque doit tuer quelqu'un doit passer par les deux là. Je reprends. Quiconque doit tuer quelqu'un doit passer par les deux. Que ce soit l'empoisonnement, que ce soit le gris-gris, que ce soit les couteaux, comme en Tabaski et autres, on doit passer par les deux là. Est-ce qu'il y a un problème à comprendre ça? Même ce qu'on appelle, la personne appelle spirituel, doit passer par ça. C'est pour ça que vous allez voir dans les films, les gens viennent, on vous montre les films nigériens là, tu vois le truc qui fait des mains, qui étrangle la personne. Ça se voit, parce que vous ne pouvez que passer par les deux là pour tuer quelqu'un. Coaguler son sang. Je vous ai raconté ici que vous pouvez prendre le sang de n'importe quel animal, du sang liquide de n'importe quel animal. Si vous allez sur une termitière et que vous versez ce sang en appelant le nom d'une personne un certain nombre de fois, que je ne vais pas vous donner, dès que le sang se coagule, il fait un AVC, il meurt. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit, c'est ce qu'il appelle, ça dit, même ce qu'on appelle spirituel, ça ne peut que passer par les deux là. Si ça ne peut pas passer par les deux, donc ça ne peut pas te tuer. Même si vous prenez une arme à feu, vous tirez sur quelqu'un, c'est pour le blesser, pour qu'il saigne, comme le mouton de Tabaski, et c'est pareil. C'est-à-dire, si vous avez compris le message que je partage, vous avez tout compris. La vie animale, la vie ici-bas, n'est liée qu'à ça. Il n'y a rien d'autre. Et si quelqu'un doit supprimer cette vie, il ne doit passer que par les deux là. Je peux vous dire que je vous ai montré le visage de Dieu sur votre corps. Je vous ai montré le visage de Dieu sur votre corps. Quand je l'ai compris et que je me suis rendu compte que dans le Coran, surtout le chapitre 96, ou bien la sourate 96, tout est écrit dedans. C'est une sourate ou bien un chapitre avec 19 versets que les gens appellent la sourate de la déance ou la sourate du sang coagulé. Et dans le verset 2, on vous dit, vous êtes fait à partir d'une adhérence ou bien à partir d'un sang coagulé. Et quand vous le lisez, vous pouvez lire plusieurs Corans, vous allez voir que la traduction n'est pas exactement la même chose, mais quand vous avez une compréhension élevée, vous allez voir que même dans le Coran, on vous dit la vie et la mort n'est que sang coagulé. Voilà des raisons pour lesquelles, c'est la raison principale pour laquelle moi je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose de sérieux que d'autres ne savent pas, qui sont dedans. Et ceux qui ont le Coran, ils n'ont qu'à aller lire la sourate 96 et lire les 19 versets. Vous allez voir que tout ce que nous vivons dans la vie, les pièges de l'intelligence où le Big Pharma se transforme en plus rusé et la nature qui les défie, qui leur montre qu'ils sont petits, tout est dit dans la sourate là. Tout est là. Donc, ce qu'ils sont en train de faire encore aujourd'hui, ça va échouer parce que quand il veut se montrer intelligent, Dieu ou Allah a tout dit là. Tout est là. Ils vont se planter. On va leur montrer qu'ils ne sont rien. Tout est là. Même pour les chrétiens qui sont ici, demandez qu'on vous donne ce chapitre-là, 96, ou bien la sourate 96, et lisez ça jusqu'au bout, les 19 versets. Tout ce que nous disons, il est vrai qu'on parle en parabole. Parce que moi, dans la sourate là, au verset 2, quand on parle de sang coagulé,
je peux voir à partir du sang coagulé ce qu'on appelle un sangsues. Et ça peut montrer aussi l'embryon, comment on évolue de la fécondation pour devenir un être humain. Vous allez voir qu'il y a tellement de coïncidences. Il y avait déjà un chercheur canadien qui avait déjà parlé de ça, mais les écrits du Coran sont longtemps avant lui. Donc, vous comprenez un peu. Il y a de la science cachée dedans. Mais la ruse que les gens utilisent aujourd'hui pour se dire des scientifiques, je dis des cons scientifiques qui se foutent de la conscience, croient qu'ils vont gagner. Cette sourate montre qu'ils ne gagneront pas. Ce n'est qu'une petite parenthèse qui est toujours liée à ce que nous partageons, mais malheureusement, les musulmans purs aussi mangent aussi mal que le reste. Les musulmans purs mangent aussi mal que le reste parce qu'ils ne vivent pas plus longtemps que la grande masse. Ça veut dire qu'ils ont été aussi piégés par tout le monde. Ils ont été piégés comme tout le monde. Cette sourate cache de la science, mais ce n'est pas le vulgaire littéraire ou l'arabique ou l'arabisant qui récite les choses qu'il pourra comprendre. Parce que comprendre, c'est lire, entendre et voir ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas audible et ce qui n'est pas visible. Et ça se cache dans cette sourate-là. C'est pour ça qu'il y a d'autres écrits qui aident à comprendre mieux les sourates, mais c'est toujours de façon littérale, pas scientifique, mais il y a de la science qui se cache derrière. Le musulman meurt, il mange comme tout le reste, il fait les mêmes conneries. L'alimentation, c'est la grande cause de notre mal-être, de nos maladies, c'est-à-dire de nos problèmes de santé. Alors, j'ai mis comme sujet notre santé se trouve dans le jardin, loin du microscope et des statistiques. J'espère que vous comprenez. Quand je dis dans le jardin, c'est cet espace-là où tu peux mettre les fruits et les légumes que tu peux mettre toi-même, les contrôler, ou bien prendre les sauvages, ou bien faire quelque chose et les contrôler. C'est là où on les produit nous-mêmes. Puisqu'on doit manger des fruits et des légumes qui doivent être contrôlés, maîtrisés. C'est la seule chance pour nous d'être en bonne santé pour garantir l'oxygène, c'est-à-dire les nutriments, les vitamines, tout le reste, les oligo-éléments dont nous avons besoin et qui constituent la grande réserve d'oxygène sur nous, non renouvelable, tout le temps. C'est les 95%. Ça, c'est ça qui chancelle aujourd'hui. Ce solide respiratoire est toujours garanti. Tant qu'il y a la couche d'ozone, le respiratoire, on l'aura. Mais les 95% là, c'est leur variation, leur modification qui entraîne nos problèmes de santé. Et pour les garantir, c'est dans le jardin, dans les fruits et légumes. Et c'est seulement là. Ce n'est pas en prenant du sang, en allant sous un microscope pour voir des trophozoïdes de paludisme, comme le monsieur a eu à poser la question, Romanus, qu'on puisse régler ou bien lutter contre le paludisme. Si vous voyez le nombre de gens que les moustiques piquent par jour, c'est presque tout le monde, mais la partie qui va à l'hôpital, soi-disant faire du paludisme, est infime.
Mais ça ne suffit, ça devait nous suffire pour qu'on dise que, mais non, il y a autre chose qui explique ça, mais on ne le fait pas. Et c'est devenu du business. Vous voyez, il y a une autre façon de réfléchir. C'est pour ça Einstein disait que nous devons sauver notre existence ou bien préserver notre existence qu'en remettant en cause notre façon de penser. Je l'ai paraphrasé en fait. Il faut remettre en cause notre façon de penser. Et je vais vous lire une phrase qui se trouvait dans, que j'ai déjà mise dans mon livre. Je vais vous donner la page. Ça vient de quelqu'un qui a travaillé à l'Institut Pasteur. Ah. Je suis d'accord qu'il faut faire honneur à nos ancêtres, à nos prédécesseurs, aux brillants prédécesseurs, mais il n'en demeure pas moins que certains sont des farfelus, des tricheurs qui ont dévié la destinée du monde. Et Pasteur en fait partie. Quoi qu'il ait dit à la fin de son existence que peu de connaissances éloignent de Dieu. Je répète, peu de connaissances éloignent de Dieu. Mais beaucoup y ramènent. Et ça, il l'a dit au dernier moment lorsqu'il a constaté que le microbe n'est rien. Et quand on dit microbe du palu, on dit microbe de quoi? L'infection, ceci, cela. Quand on dit microbe, on dit Covid et autres. Le microbe n'est rien. Le terrain est tout, c'est-à-dire l'environnement est tout. Et ça, c'est Pasteur qui, au dernier moment, l'a constaté en paraphrasant son maître, chez qui il n'était qu'un garçon de laboratoire, le professeur Antoine Deschamps. Mais il a déjà fait son dégât avec son polymorphisme, la théorie de microbes, de polymorphisme et tout le reste. Il a fait son dégât et il a fait son argent. Il a permis aux assassins de devenir des brillants. Mais au dernier moment, plus personne ne l'a plus considéré. C'est comme le professeur Montagnier qui a tout démontré, qui a prouvé qu'il était érudit. Mais vous avez vu ce qu'on lui a fait avec le Covid. Même son cadavre, ils ont failli le brûler. Parce qu'il servait une cause qu'il a vue non divine. Et il a changé de version. On n'a pas voulu, on ne l'a pas accepté. C'est pareil pour Pasteur. S'il était aujourd'hui, il devait dire autre chose. Parce qu'il a dit 3 jours avant sa mort, hein, il a avoué. Malheureusement, les businessmen continuent avec ses pensées négatives. Celui-ci a travaillé comme patron de l'Institut. Et il dit, je vais donner son nom, c'est le professeur Mesnil, qui était à l'Institut Pasteur comme patron. Il dit, la preuve qu'un organisme microscopique, ceux qui ont le livre, je leur dis ça, c'est à la page 58. La preuve qu'un organisme microscopique est cause de maladie et de mort est difficile à donner. Je reprends cette partie. La preuve qu'un micro-organisme est cause de maladie et de mort est difficile à donner. Constater la présence d'un organisme microscopique dans une maladie, constater même que la concomitance des deux faits ne comporte pas d'exception, ne suffit pas à faire admettre sans contradiction que l'organisme microscopique
produisent la maladie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le fait de faire des prélèvements chez quelqu'un qui est malade et de trouver un germe ne suffit pas pour dire que le germe est cause de la maladie. C'est comme je vous disais ici, tous les scientifiques érudits savent ça. C'est comme je vous disais, on ramasse des gens dans la rue parce qu'ils tombent, ils perdent connaissance. Et on fouille dans leurs poches, on trouve que la plupart, tous ceux qui sont tombés dans la rue, là, dans leur poche, il y avait de l'argent. Donc, c'est l'argent qui a fait qu'ils sont tombés. C'est exactement la même chose qu'il est en train de dire là. Que le fait de trouver des gens malades, de faire des prélèvements sur eux et de trouver des germes sur eux ne suffit pas pour dire que le germe est la cause de la maladie. C'est exactement ce que je disais. Mais ça, beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça, ce n'est pas parce qu'on trouve des trophozoïdes de palud et autres qu'on peut vous dire que la piqûre de moustique est cause de paludisme. Pourtant, beaucoup sont piqués par les moustiques et ils n'ont pas ça. Vous voyez, aujourd'hui, ces mêmes moustiques sont modifiés pour d'autres fins, pas pour lutter contre le paludisme, hein, pour les transformer en d'autres dangers. Et ces moustiques-là, modifiés par des moustiquaires ou bien par d'autres produits génétiques, qui modifient leur génétique, sont utilisés à d'autres fins. C'est pour ça, les infections, je n'en parle pas parce que quelqu'un qui mange correctement, qui mange les fruits et légumes correctement, qui s'alimente correctement, aucun germe n'aura raison de lui. Aucun. La preuve, le Covid, c'est récent encore, on n'a pas encore oublié, où on nous a promis hécatombe et tout. Et voilà. Sans vaccin, rien du tout, rien. On a eu moins de morts. Alors qu'on disait que le cimetière, c'est chez nous. Si tu peux aller au cimetière et tu as moins de morts qu'à l'hôpital, bravo, tu es un bon scientifique, un con scientifique. Et c'est eux qui ont pignon sur rue, sur les plateaux de télé, qui disent « je suis scientifique, sans honte ». Et veulent nous faire croire qu'ils sont scientifiques. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, malheureusement. Rabelais l'a dit, et on a la preuve. Et tout ce qui se passe, je vous le dis, je vous le répète encore, la sourate 96, que traitait après sourate de l'adhérence, d'autres disent la sourate du sang coagulé, mais je crois plutôt que c'est la sourate du sang coagulé parce qu'on dit que Dieu a fait de nous un vivant à partir du sang coagulé. Et quand vous voyez ça, vous comprenez le sangsues. Pourquoi on utilise les sangsues pour faire des thérapies? Pourquoi on utilise des ventouses pour soigner des gens? Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de sciences cachées derrière que les religieux n'auront jamais, sûrement. Donc, vous voyez, ce n'est pas le microbe qui fait quoi que ce soit, c'est le terrain qui fait tout. Il dit, on peut soutenir avec quelques vraisemblances que c'est la maladie relevant des causes tout à fait inconnues qui a permis l'apparition et le développement de l'organisme microscopique. Ça, je vous l'explique. Les gens, en voyant des microbes, on fait des prélèvements sur vous, on trouve des germes. On dit que les germes sont cause de votre maladie. Et il le dit en tant que patron de l'Institut Pasteur, il dit c'est difficile à croire. Et on n'est pas tout autant plus vrai que de penser que c'est parce que la situation était comme ça que le germe s'est développé. Et que le germe est aussi, comme la maladie, victime. Ça se comprend très bien. Quand vous mangez acide, vous êtes exposé à faire des infections. Vous voyez, le germe se développe parce que vous avez un corps acide. Si vous devenez alcalin, le germe disparaît.
Donc, on ne peut pas dire que votre état dépend du germe. Votre état dépend de quoi? De l'acidose, du degré d'acidose que vous avez. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et maintenant que vous avez compris que vous devez manger fruits et légumes, les fruits et légumes, les meilleurs que vous devez avoir, c'est dans votre jardin. C'est dans le jardin, n'importe comment. Que ce soit votre jardin ou bien des jardins faits qu'on vous amène. Et que personne, je dis bien, que personne n'aille vous dire que c'est au microscope. Vous comprenez maintenant quand je parle de germes qu'on trouve au microscope, qu'on trouve dans des prélèvements, que personne n'aille vous dire que c'est au microscope que se trouve votre santé. Que personne n'aille vous dire que selon les statistiques, c'est ce qu'on dit souvent, que selon les statistiques, tous ceux qu'on a vus qui sont malades ont eu ça. On a trouvé dans leur analyse tel germe. Donc, c'est le germe qui les rend malades. Non. Non. On nous a fait croire que la chloroquine tuait les hématozoaires, les trophozoïdes et autres tout le temps. Et maintenant, on comprend très bien que la chloroquine ne faisait que fluidifier le sang, permettre la circulation. Vous voyez comment on nous ment? Et on a eu des diplômes. Je ne fais pas, en disant ça, je ne fais pas ombrage à mon collègue et patron du service de paludisme au Togo, à qui je fais un coucou, le docteur Tossa Robert, qui était un collègue d'amphi, qui est le patron du service de paludisme. Je lui dis, oui, c'est vrai, quand les gens viennent, il faut faire ça, il faut distribuer les moustiquaires imprégnés et tout le consort, mais la réalité n'est pas là. Faire manger correctement aux gens éviterait d'avoir des cas de paludisme grave. Ce n'est pas le moustiquaire. Malheureusement, les cas de paludisme grave qu'on peut avoir avec le moustiquaire et l'organisation du moustiquaire font vendre, font vivre, donnent à manger. Ça revient au même. Donc, vendre du poison fait vivre des gens parce que ça donne du travail. Mais pourquoi ne nous vendons pas l'amour? Ce serait plus facile de vendre l'amour. Vendre l'amour, c'est primum non nocere, c'est-à-dire vendre ce qui ne nuit pas. Et ça, on va se battre pour que dans les pharmacies, on vende les compléments alimentaires. Que dans les pharmacies, que ce soit permis de vendre les fruits et les légumes naturels. Le jour où on réussira ça, on aura tout réussi. C'est là vraiment qu'on montrera qu'on est des humains intelligents avec de l'amour en partage. Et comme je le dis, je le répète, vous comprenez très bien que le microscope, c'est pour chercher le microbe. C'est pour chercher des raisons génétiques, si ça, zéro. Les statistiques, c'est pour aider le microscope après pour dire que, étant donné qu'on a trouvé tel, donc, il faut penser ça. Et vous avez vu ce que le professeur Mesnil a dit. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas nous lier à la cause. Donc, tout revient à l'alimentation. Et l'alimentation, c'est le jardinage, c'est le jardin. L'alimentation détermine notre santé. Et ça, je suis sûr que tout le monde comprend facilement. L'alimentation détermine notre santé et, ainsi dit, le jardin garantit notre santé. Ce n'est ni le microscope, ni les statistiques. Ce qu'on peut appeler santé publique, épidémio, si, ça, basta. Et ceux qui sont des spécialistes de ça ne comprennent même rien à ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Parce que
la proportion attribuable, c'est de ça que parlait le professeur Mesnil. Quand tu confrontes les épidémiologistes et autres, tu vois qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Parce que lorsque vous avez, quelle est la proportion qu'on peut attribuer aux germes? Et c'est là que vous allez comprendre qu'en éliminant le germe, on devait sauver toutes les vies, alors qu'on élimine des fois le germe et la personne meurt quand même. Cela suppose que ce n'est pas le germe, c'est l'alimentation. C'est ce que l'alimentation nous apporte. Et c'est ça que j'ai voulu partager aujourd'hui pour en conclure que notre santé, notre vie n'est garantie que par le jardin avec ses fruits et ses légumes. Pas des OGM, hein? Non. Naturels. Et les germes ne foisonnent que là où on leur donne à manger. Quand une souris n'a pas à manger dans ta chambre, il risque de maigrir comme une souris d'église. Donc, il doit aller se chercher ailleurs. Tous les germes, c'est ainsi. Voilà ce que j'ai voulu partager, mais j'aurais aimé, si on nous accorde une dizaine de minutes, on pose des questions et que je réponde à ces questions pour une meilleure compréhension du partage. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre explication. On va déjà lire un message qui vient d'une dame, là, bon, ici. Et il dit ceci: le jeûne est-il bénéfique pour notre santé? Je vais répondre. Rien qu'en prenant le mot jeûne et déjeuner. Jeûne et déjeuner. Lorsque vous déjeunez, c'est vous ingurgiter. Et lorsque vous ingurgitez des choses qui vous rendent malade, l'organisme étant le temple de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que Dieu est pour la vie, n'est-ce pas? Dieu étant pour la vie va dire non, vous m'amenez la mort, je n'en veux plus. Et pour aider au nettoyage du temple de Dieu, qu'est votre corps, vous devez déjeuner. Non, pardon, vous devez jeûner plutôt. Parce que le déjeuner vous apporte du poison, vous apporte de la mort. Dieu étant vie et bonne santé, Dieu va dire non, mon temple ne veut plus de vos aliments, de vos poissons, des morts aux hommes, pas des morts aux rats, mais c'est des morts aux hommes. Donc, je n'en veux plus. Ça veut dire que vous aurez quoi? Vous allez perdre l'appétit. J'avais expliqué ça l'autre fois. En perdant l'appétit, l'organisme vous oblige à jeûner. Donc, vous voyez que le jeûne peut être thérapeutique, même quand vous ne le savez pas. Même le fait de perdre l'appétit vous soigne. Seulement, il faut faire un jeûne sélectif. C'est-à-dire, vous devez jeûner sur certaines choses. Comme je le dis souvent ici, le sucre manufacturé, le pain, biscuit, gâteau, viennoiserie, pasta, le lait et les produits laitiers pour des gens au-delà de 5 ans, c'est du poison. Les bouillons, renforçants de goût, vous comprenez? La viande rouge, qui est déclarée aujourd'hui comme cause de cancer parce que les animaux mangent des cartons, mangent des choses qui sont broyées, qui sont mélangées de tout et rien. Alors que ces animaux devaient manger, les animaux que nous mangeons devaient manger des herbes. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un prend de la viande et vomit, ou prend des aliments et vomit, c'est parce que tout simplement, Dieu en lui ne veut plus ces saletés, ces saloperies dans le temple, dans son temple qui est votre corps. Donc là, il vous force à jeûner. Vous forcez à jeûner, c'est ça qui vous donne l'inappétence. C'est-à-dire, vous perdez l'appétit. Pour aider cette perte d'appétit, vous allez jeûner, c'est-à-dire faire un jeûne sélectif, c'est-à-dire refuser de manger certaines choses.
et ne mangez que ce qui vous apporte l'oxygène, donc la vie. J'espère que ça a permis à certains de comprendre encore mieux ce que j'ai développé aujourd'hui. Le jeûne est thérapeutique, et vous comprenez? Merci, merci beaucoup, docteur. Je voudrais savoir quelque chose, mais avant de venir là, il y a un monsieur qui... Oui, j'ai vu la citation d'un jeune que le monsieur a mis. Oui, oui, c'est dit, et c'est ce que je fais. C'est-à-dire, une nouvelle façon de penser est nécessaire si nous voulons sauver notre civilisation. C'est comme ça qu'il a dit. Une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser est nécessaire si nous devons sauver notre civilisation, si nous voulons sauver notre civilisation. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause beaucoup de choses qui nous sont données et qui se sont avérées fausses, mensongers. Parce que quand tu leur dis que c'est faux et qu'ils n'acceptent pas qu'ils aient pu faire, ils n'acceptent pas qu'ils aient pu faire une erreur et qu'ils le répètent, ce n'est plus une erreur, ça devient un mensonge entretenu. Et c'est là qu'il dit, tout ce que je vous partage ici sur la vie et autres, c'est en remettant en cause ce qui m'a fait docte, qui m'a fait médecin. Comme sur la vie et la mort, comme sur la douleur, la compréhension qu'on devait avoir, comme pour l'hypertension, qu'on me dit tueur silencieux, alors que l'hypertension me sauve. C'est l'urgentiste qui est en moi. Vous voyez? Et je vous dis aujourd'hui que ce soit la douleur, que ce soit l'hypertension ou les autres dont on parlera, le diabète, les arthroses, tout vient de la malbouffe. Et nos souffrances sont une punition de l'alimentation. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur. Je disais qu'il y a des gens qui veulent savoir là où trouver le livre de docteur Jean-Paul Améga, la pharmacologie. Contactez-moi sur plus 228 90 28 63 78 pour ceux qui veulent avoir le livre de docteur Jean-Paul Améga. Contactez-moi sur 228 90 28 63 78. Eh bien, nous avions lancé une liste. J'ajoute quelque chose à ça. Pour ceux qui sont au Sénégal, contactez le bureau AIM. Merci, merci pour... pour ceux qui sont au Sénégal, pour avoir le livre, contactez le bureau AIM. OK, merci beaucoup, docteur. Merci pour l'ajout. On continue maintenant avec la liste de ceux qui veulent suivre la formation de docteur Jean-Paul Améga. Actuellement, on est au nombre de 17. Bon, je vais rapidement donner le nom de ceux qui ont donné, ceux qui sont inscrits. Non. Il ne faut pas donner les noms publiquement. On ne va pas le faire. Ceux qui ont donné les noms vont vous contacter. Vous me transférez le truc. OK, d'accord. Ici, et puis on va faire la situation pour décider et leur dire comment ça va se faire. Il ne faut pas donner le nom. Il ne faut pas mettre mal à l'aise les autres. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, maintenant, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire. Entre ceux qui ont donné le nom, la liste doit être clôturée pour qu'on fasse un programme sérieux. La limite était hier. La limite était hier. À la rigueur, aujourd'hui, les gens peuvent ajouter. Mais si on doit décider une formation, il faut qu'on arrête la liste et qu'on voit les problèmes afférents et qu'on décide. Donc, on ne va pas ouvrir la liste tout le temps, non. Donc, ça marche. Bon, surtout pour ceux qui se sont déjà inscrits, vous pouvez encore m'inboxer pour voir si vous êtes vraiment sur la liste. 00228 90 28 63 78. Peut-être que quelqu'un a envoyé son nom, mais il ne se figure pas sur la liste. Donc, pour ceux qui savent que ils ont envoyé leur nom, je vous en prie, il faut une confirmation. Vous pouvez me demander ou bien m'envoyer en inbox des messages pour voir si vous êtes vraiment sur la liste.
Merci beaucoup. Ceux qui sont au Sénégal vont contacter Madame Assiba pour s'inscrire. Et ça, c'est pareil pour les autres aussi. Le délai, c'était hier, mais aujourd'hui inclus, que les gens vérifient parce qu'on va arrêter. C'est fini aujourd'hui. Ce soir, je vais réclamer la liste pour pouvoir voir comment organiser parce que il y a un nombre limite qu'on ne peut pas prendre plus d'un certain nombre en même temps. Ce serait difficile à gérer. Voilà. Donc, quand on aura les gens, on verra dans la liste parce que ceux qui donnent le nom, peut-être ne seront pas à même de le faire en même temps, puisqu'il y a des conditions et autres. On va l'étudier et puis on verra rapidement. Donc, on est pour le moment 17 sur la liste. Donc, pour aujourd'hui, c'est toujours ouvert. Ici, le soir, je crois que bon, on va clôturer. Donc, c'est ça. Bon, docteur, moi, j'ai quelque chose à savoir. Je voudrais savoir quelque chose. Très souvent, on nous dit on nous a appris à l'école que dans la journée, il y a les herbes, les arbres respirent l'oxygène, envoient plutôt l'oxygène dans la nature. Et puis la nuit, ils rejettent le CO2. Donc, raison pour laquelle on nous défend très souvent de rester sous les arbres. Mais les animaux, eux, ils vivent dans la brousse, dans les arbres, mais je ne sais pas, ils sont toujours en bonne santé. Eux, est-ce qu'ils ne respirent pas les CO2 de la nuit? Vous savez, l'oxygène qu'ils envoient dans la journée est en équilibre avec l'oxygène qu'il y a dans la nuit. C'est l'air en gros. Vous voyez, comme nous qui sommes aussi en ville, l'oxygène que nous respirons vient des arbres, et que ce soit le jour ou la nuit. Vous voyez, la saturation n'est pas différente. Mais ce qu'on a enseigné là, c'est la photosynthèse, en gros. Mais vous voyez, tout est harmonisé, reparti. Donc, pour les animaux, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont aucun problème parce que ce que dégage l'arbre est dilué dans la nature et équilibré. Où il n'y a que environ 1/5 qui est constitué d'oxygène et puis une grande partie d'azote. Donc, la petite partie convertie, le CO2 converti, c'est le CO2 converti est tout petit par rapport à l'oxygène produit. Vous vous rappelez de la formule C6H12O6 plus oxygène donne quoi? Je ne sais plus. Avec ce que vous savez pour la photosynthèse. Cette formule montre que ce que nous perdons dans la journée, on le récupère la nuit, mais parallèlement, il y a d'autres choses qui utilisent le gaz carbonique pour fabriquer d'autres éléments. On ne va pas entrer dans les détails. Même sur nous, le gaz carbonique sert, par exemple, dans nos poumons à fabriquer du bicarbonate. Beaucoup ne le savent pas. Donc, pour les arbres aussi, le circuit est pareil et ce n'est pas aussi dangereux qu'on nous le fait croire. Mais lorsque vous vivez dans un milieu refermé, enfermé, avec des plantes dedans, la nuit, il faut les sortir. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Merci. Parce que la nuit, ils vont dégager du gaz carbonique dans un milieu fermé et clos. Ce serait toxique. Le taux va le rendre toxique. Mais à l'air libre, non. OK. Même nous, on peut dormir sur l'arbre sans problème. Et ça se fait. Malgré le gaz carbonique dégagé. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci pour les explications. Je crois que le temps imparti est déjà passé. Nous sommes maintenant à 15h21. On va clôturer notre présentation du jour. Donc, je donne la parole au docteur pour ses mots de fin. Alors, docteur, vous avez la parole pour votre mot de fin. Merci. Ce que j'ai voulu faire comprendre aujourd'hui, c'est simple. On avait déjà parlé de l'hypertension, des arthroses, du diabète et plein d'autres choses, mais il faut qu'on le rappelle régulièrement aux gens, que les gens comprennent que, en fait, tous ces mots-là, qui ne sont que conséquences des deux malaisances que nous avons, c'est parce que simplement, nous mangeons mal. Or, nous devons manger des végétaux, c'est-à-dire les fruits et les légumes en quantité. On ne le fait pas, et c'est ce qui explique les maladies
que nous avons, parce que les malaisances que nous entretenons en nous. Les fruits et les légumes, c'est dans les jardins. Et tout ce que le microscope nous montre comme cause de nos problèmes de santé n'est pas vrai. Tout ce que la statistique nous montre comme cause de nos problèmes de santé, ce n'est pas vrai. Parce que la grande vérité, d'abord, c'est dans ce que nous mettons dans la bouche. Et ce que nous mettons dans la bouche devait provenir du jardin. Et ça, si vous le comprenez, vous saurez que quand vous êtes malade, la première des choses à changer, c'est quoi? C'est votre alimentation. Et donc, allez vous confier au jardinier ou bien installer un jardin dans votre cour. Voilà ce que j'ai voulu faire partager et que le microscope ne serve plus au cheval de Troie pour nous aliéner. Que la statistique ne nous fasse plus dire ou bien nous faire comprendre des choses qu'on peut attribuer aux chiffres qui ne sont que des chiffres. Mais nous devons garder notre bon sens. Notre bon sens, que notre alimentation devrait être que de l'oxygène, et l'oxygène, c'est seul le jardin, les arbres, les planctons et consorts qui le garantissent. Namasté. Namasté, namasté, docteur. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris avec le docteur aujourd'hui. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis, tous les distributeurs. Nous remercions également M. Chérif Goungou. Nous remercions toujours au fondateur de l'Alliance Motion Global. Nous remercions également la partie technique, la cabine technique, dont Éloi Deguenon. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Merci. Quelqu'un insistait trop sur la cataracte. On en a parlé. La cataracte, c'est comme le reste aussi. C'est pareil. Et c'est pourquoi dans la cataracte, on peut utiliser comment l'appelle-t-on? Toujours la même chose, les produits AIM ça dit AIM, c'est le jardin vendu. C'est le jardin qu'on vous vend. Vous comprenez maintenant? Donc, la cataracte, c'est le collet 12, sans oublier que la cataracte, c'est un verre dépoli, le verre vit. Le verre a de la circulation aussi. Il faut modifier son alimentation et puis mettre du collet 12 dans les yeux et en consommer. Ne dites plus AIM, c'est des médicaments, dites plutôt les fruits en gélule. Ou bien le jardin en gélule. Ça, c'est AIM. Et prochainement, on va se battre pour que les produits AIM se retrouvent dans les pharmacies. Merci. Merci et namasté.